Bonjour, aujourd'hui faisons le point sur la distinction des obligations de moyens et de résultats. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2018, a été à nouveau saisie d'une affaire qui avait déjà défrayé la chronique en 2011, s'agissant d'une personne tétraplégique qui avait chuté d'un mur d'escalade en pratiquant librement cette activité en qualité d'amateur, c'est-à-dire qu'elle n'était pas adhérente de l'association qui mettait le mur à disposition des usagers, et qui, à la suite de sa blessure, a donc assigné l'association en réparation. Quelques rappels élémentaires avant de parler de cet arrêt en question. À quelles conditions peut-on engager la responsabilité contractuelle d'un débiteur? On enseigne traditionnellement que 3 conditions sont nécessaires. Première condition, il faut rapporter la preuve, lorsqu'on est partie à un contrat, de l'existence d'une obligation qui soit rattachable au contrat. Je ne peux obtenir réparation du préjudice que j'ai subi que si je suis créancier de cette obligation rattachable au contrat. L'obligation peut être rattachée au contrat de 2 façons. Première façon, soit le juge, les parties ou la loi ont expressément rattaché l'exécution de cette obligation au contrat, les parties tout simplement en stipulant la clause, ou encore la loi en imposant à telle ou telle partie le respect de telle obligation. Parfois, c'est le juge lui-même qui découvre l'existence d'une obligation qu'il va rattacher à un contrat. On parle alors d'obligation accessoire à l'obligation principale, et le juge a ainsi découvert dans de nombreux contrats ce qu'on appelle une obligation de sécurité ou encore des obligations d'information. S'agissant spécifiquement de l'obligation de sécurité, il s'agit d'imposer à une partie d'assurer le respect de l'intégrité physique ou des biens de la personne du créancier. Première condition, donc il faut rapporter la preuve qu'il existe une obligation rattachable à un contrat dont je suis créancier. La deuxième condition, pour pouvoir invoquer le jeu de la responsabilité contractuelle, c'est de démontrer qu'on a subi un dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. C'est l'article 1231-4 du Code civil qui pose cette deuxième condition. Quant à la troisième et dernière condition, il faut pour le créancier, rapporter la preuve d'un manquement contractuel. Il doit démontrer que le débiteur a manqué à ses obligations contractuelles. À ce titre, il est d'usage de distinguer, à la suite de Demogue, entre des obligations qui sont de moyens et des obligations qui sont de résultats. Demogue avait en effet enseigné, et la jurisprudence s'est appropriée cette distinction, qu'un débiteur peut s'engager soit à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre au créancier d'atteindre le résultat qu'il s'est fixé, l'objectif qu'il s'est fixé, et on considère alors qu'il est débiteur d'une obligation de moyens. Pour vérifier s'il a manqué à son obligation contractuelle, on doit alors vérifier si le débiteur a eu le même comportement qu'aurait eu un autre débiteur placé dans la même situation. On parle de débiteur normalement raisonnable. Si le débiteur est débiteur d'une obligation de résultat, la chose est facilitée pour le créancier, puisque cette fois, le débiteur a garanti au créancier le résultat. Autrement dit, dès lors que le résultat n'est pas atteint, alors le créancier pourra engager la responsabilité du débiteur. L'intérêt de la distinction est donc essentiellement probatoire, puisque d'un côté, le débiteur verra sa responsabilité engagée dès lors que le créancier démontre que le résultat n'a pas été atteint, c'est lorsque le débiteur est débiteur d'une obligation de résultat. En revanche, le débiteur ne verra sa responsabilité engagée que si le créancier démontre que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition, lorsqu'il était débiteur d'une obligation de moyens. Si l'intérêt de la distinction est donc très clair, reste à s'interroger sur les critères de distinction. Quand doit-on considérer qu'un débiteur est débiteur d'une obligation de moyens ou qu'il est débiteur d'une obligation de résultat? On propose traditionnellement 3 types de critères. Premier critère, on va se référer à la volonté des parties. On va regarder si les clauses du contrat stipulent que le débiteur est débiteur d'une obligation de moyens ou de résultat. Le deuxième critère de distinction traditionnellement employé, c'est la question de l'aléa dans la réalisation du résultat. Plus l'aléa dans la réalisation du résultat est important, plus on considérera que l'obligation est de moyens.
On cite souvent, à titre d'exemple, l'obligation ou de l'avocat qui ne vous garantit pas que vous gagnerez le procès, ou encore du médecin qui ne garantit pas qu'il vous soignera. Soit encore, l'aléa est faible dans la réalisation du résultat. L'entrepreneur s'engage à effectuer telle prestation de service qui relève de son corps de métier. Il a pris l'engagement de le faire, le résultat doit être atteint puisque l'aléa dans la réalisation de ce résultat est faible, pour ne pas dire nul. Le troisième et dernier critère souvent pris en compte par la jurisprudence, et c'est d'ailleurs celui-ci qui prévaut lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature d'une obligation de sécurité, pour savoir en somme si l'obligation de sécurité qui incombe au débiteur est de moyens ou de résultats, c'est le rôle actif ou passif joué par le créancier de l'obligation du résultat dans l'exécution du contrat. Si le créancier a joué un rôle actif dans la réalisation du contrat, on considère que l'obligation de sécurité n'est que de moyens. Si en revanche le créancier avait un rôle passif dans l'exécution du contrat, on considère alors que le débiteur est tenu d'une obligation de résultat. Voilà pour les quelques rappels élémentaires. J'en viens à l'arrêt du 7 mars 2018 qui a été l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler quelques éléments intéressants sur cette distinction. Dans cet arrêt du 7 mars 2018, je vous rappelle donc que vous avez une personne qui pratiquait l'escalade sur un mur d'escalade artificiel, propriété d'une association. Il a chuté, il était assuré par l'un de ses collègues, dépourvu de toute expérience comme lui, il a chuté et est devenu tétraplégique parce que, mal assuré, il y avait une mauvaise coordination entre les deux escaladeurs en herbe. Du coup, la question de la responsabilité de l'association s'est posée sur le terrain contractuel, puisqu'il s'agissait d'une personne qui pratiquait librement l'activité sur le mur en question. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 15 décembre 2011 concernant cette affaire, avait en effet jugé, je cite, que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité envers les sportifs qui exercent une activité dans ces locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. Façon de dire qu'ils n'ont pas besoin d'être adhérents de l'association et que dès lors que le mur d'escalade est mis à leur disposition, eh bien, on considère que l'association est débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité. Cette obligation contractuelle de sécurité, elle est de moyens, à n'en pas douter. Pourquoi ? Bien parce que le débiteur, le créancier, jouit d'une indépendance et d'un rôle dans l'exécution du contrat. Or, l'association, dans cette affaire, a été déclarée totalement responsable. Parce qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de sécurité de moyens. Pour quelle raison la Cour de cassation considère-t-elle que l'association est responsable pour manquement à son obligation de sécurité de moyens? Pour deux raisons. La première, c'est que l'aptitude de la victime à utiliser le mur d'escalade en toute sécurité n'avait pas été vérifiée. Le formateur, en fait, s'était contenté de demander à la personne et au binôme qui l'accompagnait s'ils avaient déjà l'expérience et s'ils avaient besoin d'une formation. Les deux avaient répondu non et le moniteur s'en était satisfait. Premier élément. Deuxième élément, la Cour considère que la chute était imputable à ce manquement dès lors que l'examen de leurs connaissances réelles in situ, c'est-à-dire en situation, par le moniteur, lui aurait permis de constater l'inexpérience de la victime et de celui qui l'assurait au sol, et ainsi l'aurait conduit à empêcher les deux protagonistes de monter seuls le mur d'escalade. Voilà pourquoi la Cour de cassation a considéré qu'en l'espèce, eh bien, il y avait un manquement de la part de l'association à son obligation de sécurité de moyens, et que c'est ce seul manquement qui était à l'origine du préjudice subi par la victime. J'en profite pour vous rappeler que le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 propose d'abandonner la distinction entre obligation de sécurité et de résultat pour la simple et bonne raison qu'il ne reprend pas cette distinction, ce qui fait dire à certains auteurs que, implicitement, elle serait abandonnée. On verra ce que l'avenir nous réservera sur ce point. Voilà pour cette distinction des obligations de moyens et de résultats qui est une distinction très classique, une question absolument classique qu'il faut connaître impérativement. Bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.